Le bel esprit. Oh oui. Vous savez les amis, s'il y a bien un mot qui me décrit, et qui décrit aussi bien l'investissement énergétique que je mets dans la chaîne et dans ma carrière, c'est passionné. Passionné mes amis, je le suis, oh oui, dans tout ce que je fais. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est 22h24, non peut-être pas, 22h20, 2220. Dimanche soir, et après une semaine passée en amoureux à Strasbourg, d'où la raison pour laquelle je n'ai pas fait la review de SmackDown en temps et en heure voulu, eh bien, par passion, oh oui, je la fais dimanche soir. Alors vous allez la voir très tard, mais c'est une review, TLR Reviews, qui sort de l'ordinaire. La première que je fais de ce genre, et peut-être le début d'une série. Le début d'une série, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, juste un petit mot sur la passion, c'est toujours très important. Avec des amis récemment, et qui j'aime bien échanger, on avait parlé de l'étymologie du mot passion, qui vient du latin patio, je crois, qui veut dire souffrir. Alors à la base, étymologiquement, le mot passion signifie une souffrance, un peu quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais maintenant, avec l'usage, plus tard, passion a pris un autre sens qui tient plus de quelque chose qui vous allume ce feu intérieur en vous. Oh oui. Et donc, mes amis, en parlant de passion, oh oui, alors attendez, je vais bien mettre les lunettes quand même, les lunettes du bel esprit, oh oui. Non, franchement, je voulais faire cette review parce que, par perfectionnisme, on va dire. Non, parce que je voulais voir le show, je voulais pas louper un épisode dans la route vers WrestleMania, je ne voulais pas louper ce WWE SmackDown du 14 février, Saint-Valentin, excellente pour ma part, passée à Strasbourg avec Brenda, oh oui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Et donc, pour ce SmackDown du 14 février 2025, depuis Washington DC, la capitale, où il se passe plein de choses, depuis que Donald Trump a été élu, ça bouge dans tous les sens. Maintenant, ça y est, ils ont reconnu qu'il y avait deux tireurs, on dit en français, deux tireurs pour l'assassinat de John F. Kennedy. Ah là là, à croire que les complotistes ont très souvent raison, mes amis. Dédicace à France Info et à NewsGuard, fact-checker de MERDE, qui n'ont toujours pas fait des excuses pour avoir osé dire que je partageais de fausses informations en 2020. Oh mon dieu, c'est une époque de ouf. Bon bref, on va pas commencer là-dessus. Non bref, allez, tout ça pour dire. Donc, review un peu spécial, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc, c'est serré par le temps, 22h22, il est 22h22 mes amis, ça y est, c'est l'heure miroir parfaite, oui, 4-2. Donc ouais, allez, c'est parti. Donc serré par le temps, j'ai regardé SmackDown et en fait, je n'ai regardé que les segments promo, les segments backstage et j'ai juste pris en note les vainqueurs des matchs. Et ben mes amis, ouh, qu'est-ce que c'est digeste. Et j'en arrive à me poser la question. Avoir regardé autant de catch là, avec les 104 ou 105 reviews que j'ai faites, au bout d'un moment, vous savez, après 20 ans de carrière quand même aussi, parce que j'ai passé du temps à regarder les matchs de catch aussi dans ma jeunesse, c'est beaucoup. Et là par contre, regarder que les in-ring promos, j'adore ça. Oh que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en plus ça permet d'étudier la façon de booker et le booking tout simplement de la WWE. Et comme je vous ai dit, j'ai adoré faire la vidéo sur comment booker Jey Uso jusqu'à WrestleMania. Alors je vous le dis, on va aller jusqu'à WrestleMania, je vais essayer de regarder les shows en entier, c'est-à-dire tous les matchs, pour vous donner des analyses de matchs. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, les shows de WWE, j'aime regarder la façon dont ils sont bookés et commenter le booking. Ça, c'est excellent, j'adore ça, surtout à ce point de ma carrière. Commenter les matchs, mes amis, je le fais dans les TLRM, je commente mes propres matchs. Et je les commente beaucoup plus en détail, étant donné que c'est en direct. Alors, est-ce que je vais commencer à faire des reviews où, dans ce sens, je zappe les matchs et je ne commente que le booking? À voir, mes amis, à voir. Peut-être après WrestleMania. Plutôt que, entre guillemets, d'arrêter les reviews, peut-être que je vais passer à ce genre de review après WrestleMania. Nous verrons, mes amis. Avant d'arriver à WrestleMania, nous avons encore la route de WrestleMania qui a continué avec ce SmackDown. Donc, je disais, du 14 février 2025. Et donc mes amis, ça commence par une promo dans le ring de Cody Rhodes. Alors, Cody qui va être dans un des main events de WrestleMania. Il commence par énumérer ses adversaires potentiels.
Et il se fait couper la parole par Drew McIntyre. La tension monte entre les deux. Et alors là arrive Jacob Fatu. Et c'est parfait, en fait, c'est parfait justement de faire ce genre de review qui va, je pense, être plus courte que d'habitude, mais surtout d'avoir un exemple parfait avec Jacob Fatu, et un exemple parfait qui me permet de justifier la sélection du commentaire que j'ai pris pour cette review, qui va être dans un sens, alors pas un débat parce que j'ai personne avec qui discuter, mais une réflexion sur Face Hill. Et est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui? C'est pas que ça vaut encore le coup, mais comment le faire aujourd'hui? Parce que c'est parfait. Vous allez voir, j'ai sélectionné un commentaire que j'ai même pas encore liké, je vous dis, de Louis P. G3670 qui m'a lâché un commentaire de ouf sur la review de SmackDown de la semaine dernière. Et franchement, le commentaire est tellement bon que je me suis dit, ça, il faut que j'en réagisse en live dans une review. Et je vous explique pourquoi. Parce que ça parle justement de la façon de construire les heals. Et j'ai adoré parce que même moi, il m'a fait réfléchir. Merci Louis, on en reparle à la fin de la review. Mais bref, ça pour vous dire. Donc, Jacob Fatu arrive, et alors là, la foule chante Fatu, Fatu, Fatu. Mes amis, comme on le dit depuis des mois et des mois et des mois sur la chaîne, Jacob est trop bon pour être heel. Il est trop unique, il est trop bon dans le ring, il est trop intense, il a tellement une vibe unique que c'était écrit qu'il allait pas rester heel. Il restait heel parce qu'il était associé à Solo Sikoa qui est un excellent heel. Excellent heel, et on reparlera du cas Solo un peu plus loin dans la vidéo. Mais là voilà la preuve A plus B. Quand je vous dis que quand vous êtes trop bon, que vous allez forcément tourner face, Jacob Fatu en est la preuve. Parce que son comportement n'a rien d'un babyface. Mais la foule le kiffe. Pourquoi? Parce qu'il est trop bon dans son rôle de heel. Trop bon, alors attention. Trop bon, il est trop bon tout court. Point barre. Il est trop bon dans le ring. Et justement, il est peut-être pas assez bon dans son rôle de heel. Son rôle de heel ne doit pas être trop bon et finir par se faire acclamer par la foule. Croyez-moi sur parole. Oh oui, dédicace à Twitter. Bon bref, ça pour dire. Alors pareil, alors justement en parlant de Twitter, est-ce que c'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que le fait de le voir aussi sympa backstage, notamment il y a une vidéo qui est sortie là récemment où on le voit faire une vidéo du Boogeyman, il est tout content et il lui fait un câlin et tout. Le truc c'est que de casser le kayfabe comme ça, de le voir aussi cool dans les backstage, devant le Boogeyman, est-ce que ça participe pas à ce que la foule se mette à l'aimer? Je vous pose la question mes amis, je vous pose la question. Et est-ce qu'on préférerait pas penser que Jacob Fatu est le dernier des ENCU-LE backstage, en privé? Et est-ce que ça n'accentuerait pas la vibe de son personnage à l'écran? Le débat est ouvert, mes amis. Réagissez dans les commentaires. Et là, Solo Sikoa arrive dans les vestiaires et SmackDown démarre à fond. Oh oui, oh oui. On suit avec un premier match que j'ai pas regardé de ce show. Un match de qualification pour Elimination Chamber entre Naomi et Chelsea Green, et Naomi se qualifie. Donc, écoutez, tant mieux, ça laisse à Chelsea Green la route pour commencer enfin à feuder pour le titre américain féminin qu'elle a gagné. Ensuite, on a une promo de Sami Zayn qu'il avait postée sur X apparemment. Et bon, tout simplement juste pour en dire que cette feud va vraiment être très personnelle. Et franchement, je vais apprécier ça. Parce que quand c'est personnel et que c'est crédible, on connecte beaucoup plus. Oh oui, oh oui. Et donc, parti de là, moi je vois vraiment Kevin Owens se mettre à s'en prendre à la famille de Sami Zayn. Ça va être pas mal. Ensuite, on a un tag match entre MCMJ, Motor City Machine Gun et Los Garza. Vainqueur, MCMJ. Ils ont vraiment un bon booking. Hein. Motor City Machine Gun, ils me font rêver. Ils ont un bon booking. Les gars, ils ont perdu les titres par équipe. Mais en attendant, ils continuent, ils ont rebondi en continuant à gagner des matchs. Et ça, c'est bel esprit. On en reparlera du booking hein, à la fin. Vous verrez dans le commentaire que j'ai pris exprès pour cette vidéo. Mais ouais, bel esprit. Ça aurait été bien que le tribunal gagne leur début à Impact, hein, comme vous l'avez vu dans la TLR Stories numéro 7. Mais ça aussi, on va en reparler un peu plus loin. Ensuite, alors ça c'est très important mes amis, très important. On a un segment backstage entre Jacob, Tama et Solo. Alors mes amis, dans ce segment, on a eu une nouvelle vibe pour Solo Sikoa. Non pas parce qu'il dit à un autre homme qu'il l'aime, non, mais comme pareil, je l'ai souvent dit dans les reviews, il montre une nouvelle couche de sa personnalité. La couche du mec qui est redescendu sur Terre. Il s'est remis les idées en place, il est beaucoup plus humble. Et ça, je vous le redis mes amis, Solo Sikoa va être meilleur que ses deux autres frères jumeaux.
Ok, Jey Uso est over de ouf as a babyface, en tant que babyface. Mais Solo Sikoa, avec la richesse et la profondeur de personnage qu'il nous montre depuis qu'il a commencé à la WWE, le mec il est parti de sidekick, de bras droit de Roman Reigns complètement absent et silencieux, à plus gros heel du show. Et maintenant il revient, ah là là, c'est énorme, c'est énorme. Franchement, Solo Sikoa, respect total. Et bel esprit, donc c'est la vibe de ce segment backstage où il avoue à Jacob Fatou, hey, I love you Fatou. Pour la réaction de la foule, il s'était scotché. Franchement, bon booking et très bon jeu de ces catcheurs. Oh oui, oui. Après, mes amis, on a une in-ring promo. Alors là, d'un revenant. C'est The Walking Dead, c'est un mort vivant, je sais pas qui revient. Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura revient à SmackDown, le champion américain qu'on n'a pas vu depuis 3 ou 4 mois. Non, j'abuse peut-être, mais 1 ou 2 mois facile. Et alors là, il fait une promo dans le ring. Et il a commencé en japonais. Donc comme je disais, on allait parler de la TLR Series numéro 7 et de Basil Baraka du tribunal. Oh oui, oui. Il commence en japonais, tout comme Basil Baraka avait commencé sa promo de Tryout à Impact en français. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour de gloire est arrivé et c'est un grand plaisir pour nous. Oh wait, are you saying white because you don't understand what I'm saying? Ouais, je vous dis, cette promo, je la connais par cœur. Je la connais par cœur parce que je l'ai pas regardée des centaines de fois. Mais elle est tellement restée en moi. Et je vous invite à aller voir la TLR Stories numéro 7 où je vous décortique. Mais Tryout à Impact et aussi, donc j'en profite aussi, les amis, pour vous remercier. En fait, et c'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pour ça que je fais la vidéo à presque 23 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un tel bel esprit et il y a une telle bonne communauté dans les commentaires sur la chaîne YouTube que moi ça me fait plaisir et je m'en fous, je me donne à fond pour tout, pour la chaîne, pour la communauté et je veux faire cette review même si elle va être courte, même si ça va être un format différent d'habitude, au moins elle est faite, et j'en ai loupé aucune depuis je sais pas le combien, mais depuis mi-juillet 2024. Oh oui oui. Et donc franchement, vous avez un super accueil. Les mecs et les meufs, les peu de meufs qu'il y a, dans vos commentaires, notamment sur la TLR Stories numéro 7, vous me faites kiffer. Et surtout, c'est ce que j'aime, c'est non seulement les gens respectueux, mais surtout les gens qui s'expriment et qui développent. Et là, je viens d'en liker un il y a pas longtemps. Bon, là, maintenant, il s'est effacé vu que j'ai mis le cœur dessus. Qui disait, c'est super parce que, mec, tu rentres dans les détails, t'analyses, c'est waouh, on trouve ça nulle part. Et franchement, c'est ce que je kiffe. Je vous dis, les amis, j'en ai des frissons. Oh oui, oui. Sur mon bras. Avec le biceps. Et je vais peut-être faire les bras de madame dessus. Bon, on verra. Je kiffe. C'est ce que j'aime faire. C'est partager, et surtout, alors, je disais au début, rééduquer les gens. Non, ouais, enfin oui, rééduquer, mais surtout vous faire comprendre à quel point c'est compliqué le catch. Il suffit pas de s'asseoir derrière un ordi, de regarder, d'être fan et de dire, oh oui, je sais de quoi je parle. Non. Quand vous le faites de l'intérieur, surtout vous le faites à un niveau télévisé, c'est le jour et la nuit. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que, là aussi dans les reviews, j'en parle, mais j'en parle beaucoup plus dans les TLRAM pour les matchs indie non télévisés et les TLR Stories pour les matchs télévisés. Et là, il va y en avoir beaucoup, mes amis. Alors là, je vais pas vous mentir, écoutez. Alors attendez, je vais juste regarder où j'en suis dans la review. Là, j'ai TLR Stories TNA Impact Match. Voilà, allez, je vais les énumérer. On va voir. Déjà, il y en a 2 qui sont prêtes. Al Snow qui présente le tribunal et le tribunal contre les Hardy Boys. Première version. Après, on va avoir Basil Baraka contre EC3. Une bataille royale, ça va être excellent. Que je vais vous commenter en TLR Stories, une bataille royale, vous allez kiffer de ouf, mes amis. Pourquoi ça a baissé la lumière? Pourquoi l'éclairage a baissé? On va augmenter un tout petit peu. Ouais, parce que même moi, ça fait des années que j'ai pas vu cette bataille royale, donc je vais la revivre avec vous dans une TLR Stories. Après, on a un autre match contre les Bromance, et c'était un excellent match. Oh oui, un autre pay-per-view match. Après, on a un match par échelle. Ascension to Hell Ladder Match, le match de la Ladder, ça aussi, ça va être probablement une des meilleures TLR Stories de l'histoire, parce qu'il y a les Hardy Boys dedans, et en fait, je vous le dis tout de suite, je faisais le match avec une commotion cérébrale. Ça va être, et justement, la commotion cérébrale, vous la verrez dans le match contre les Bromance. Donc c'est la TLR Stories qui aura juste avant. Et c'est pas un bon souvenir, parce que waouh, ça avait été désagréable de se prendre une commotion cérébrale à la fin du premier jour d'une série de 4 tapings. Ouh là là, et si vous faisiez pas les tapings, vous étiez pas payé. C'est ça en fait, ça aussi. Alors ça, je suis jamais rentré dans les détails, mais c'est ça aussi que ça me fait rêver. Ça me fait rêver les gens qui veulent faire les experts, qui n'ont jamais signé de contrat avec une grosse compagnie, alors que ce soit des fans originels ou d'autres youtubeurs, c'est que les spécificités des contrats entre les compagnies. Je vais vous dire ça tout simplement. Moi, à la WWE, vous vous blessiez dans le ring, vous étiez payé à 100% de votre salaire et tout était pris en charge. Une compagnie comme Impact, qui était beaucoup moins riche que la WWE, grosso modo, c'est mec, si tu blesses, nous on te paye à l'apparition. T'es un contracteur indépendant, si tu peux venir et tu peux faire le job, t'es payé. Si tu peux pas, t'es pas payé. Voilà.
Ça, j'ai envie de dire, c'est ça la vraie définition du contracteur indépendant. Pas le contracteur indépendant façon WWE. Mais voilà, ça c'est les spécificités techniques des contrats que vous pouvez avoir vécu qu'une fois que vous avez bossé pour ces compagnies. Et donc, ouais, dans un de ces matchs, je m'étais fait une commotion cérébrale, mais il avait fallu que je serre les dents et que je fasse quand même le match par échelle le lendemain, parce que sinon, on perdait notre storyline à la télé. Enfin bref, c'est comme ça. Et ça va, j'ai survécu mes amis, et je m'en suis plutôt bien tiré. Ah, bel esprit. Après, on aura un autre match contre les Broken Hardy Boys. Après, on aura un segment télé qui était important, où le tribunal accueille Al Snow qui revient. Après, on aura notre dernier match à Impact. Un double strap match entre Al Snow et Shira contre le tribunal. Voilà, mes amis, donc ça nous fait 7. 7, non, je dis des bêtises. 7 plus 3, 10 TLR Stories. Les 10 prochaines TLR Stories qui arrivent, ça sera des segments télé Impact. Et je pense, à vue de nez, écoutez, je vous parle franchement, là, je vais essayer de toutes les filmer cette semaine. Oh oui, et de les éditer. Et donc, tout ça pour dire, je pense que j'en posterai une toutes les 2 semaines, ou alors une toutes les 3 semaines, je sais pas. Parce que si je fais toutes les 2 semaines et qu'il y en a 10, ça va faire... On est bon pour 5... 2 semaines, 2 par mois... 10 pour 5 mois. 5 mois de TLR Stories Impact. On verra, mes amis. On verra votre retour et surtout le succès. Bon, là, les Tryhard Impact, on est à 2000 vues à peu près. C'est un départ un peu lent pour une petite TLR Stories. Bon, on verra comment marche celle avec les Hardy Boys, qui sera c'est pas la 8, ça sera la 9. C'est pas la prochaine, c'est celle d'après. Celle avec les Hardy Boys, je pense qu'elle aura du succès, parce que voilà, c'est les Hardy Boys, hein, mes amis. Donc, on verra, mes amis, on verra. Bon, bref, allez, c'était la parenthèse TLR Stories, on reprend, et donc, on reprend, on en était à Shinsuke Nakamura, qui commence sa promo en japonais, comme Basil Baraka pour ses Tryhard Impact. Donc, il est rapidement coupé par LA Knight. Ouh, que ça sent le réchauffer. Une feud qu'on a déjà vue, et je sais pas si on a envie de la revoir. Mais peu importe, parce que LA Knight est toujours aussi bon au micro, et la foule l'adore. La richesse et la chance d'avoir du charisme, mes amis, et de la personnalité, et d'être bon au micro. Peu importe, vous pouvez faire 10 000 fois enfin peut-être pas 10 000 fois, mais une dizaine de fois la même feud, et chaque fois vous apporterez quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez de la personnalité, vous avez le hit factor. Oh oui, et c'est le cas de LA Knight. Et là arrive The Miz, et là mes amis, on sent que WrestleMania Time arrive. Et on est en train de repousser à l'écran les plus grandes stars du roster pour les construire un peu en TV time et essayer de les placer sur la carte de WrestleMania. Alors par contre, après on a eu un très bon échange entre Miz et LA Knight. J'ai écrit ça à peu près au début de leur échange. Et alors après j'ai fait, un excellent échange entre les deux. Pourquoi? Parce que franchement, c'est énorme. Les deux, ils ont de la personnalité, les deux ont du charisme, les deux s'échangent et se vannent, et c'est bel esprit. Et c'est d'autant plus bel esprit que si, mes amis, vous aviez été comme moi en 2013 au Performance Center, vous auriez vu à l'époque, c'est pas Shawn Ricker, c'était Slate Randall. C'était le nom d'LA Knight, Eli Drake. À NXT, lors de son premier chapitre, Slate Randall, et nous on l'appelait Slate Rondell avec Marcus. Et lui, ça le faisait marrer. On se marrait bien avec LA Knight. Quand il était dans ma classe avec Norman et avec... il y avait qui on est avec Joey Mercury aussi, il avait été dans ma classe. On se marrait bien. Il parlait espagnol, mais il parlait espagnol avec l'accent américain. Mais ça, je l'avais déjà dit dans une TL Reviews. Bon, enfin bref, et tout ça pour dire, ouais, donc, bref, donc, pour ceux, s'il y en a parmi vous qui avaient été au Performance Center en 2013, vous auriez vu LA Knight dans ce qu'on appelle les promo days, et ça, j'en reparlerai dans la TLR Stories, comment développer un personnage à la WWE. Oh oui, et ça vous allez kiffer aussi. LA Knight attaquait souvent Miz dans ses promos. Parce que il sentait déjà à l'époque que les deux avaient un personnage un peu sur la même longueur d'onde, et qu'en attaquant Miz dans ses promos devant Dusty et les writers, les scénaristes, il allait peut-être avoir un programme avec lui un jour à NXT Télé, peut-être. Et donc c'était excellent de les voir les deux enfin dans le ring, parce que combien de fois j'ai vu Slate Rondell vanner Miz de 2013 à 2014, parce que c'est en 2014 qu'il s'est fait libérer de son contrat une première fois. Quelle erreur. Donc excellent échange entre les deux. Et Nick Aldis arrive et fait un match entre Knight et Miz tout de suite pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre américain de Shinsuke Nakamura. Quelle chance mes amis et quel bonheur que LA Knight et Miz soient déjà en tenue de catch. Oh oui. Vainqueur du match mes amis, LA Knight, et il devient l'aspirant numéro 1 pour le titre américain.
Nakamura, alors si on va avoir LA Knight contre Shinsuke Nakamura, est-ce que Nakamura va être une serpillière pour LA Knight, j'allais dire à WrestleMania? Je sais pas si le match va avoir lieu à WrestleMania, mais en tout cas, en fait là c'est vraiment un double tranchant pour l'un comme pour l'autre. Parce que si LA Knight perd contre Nakamura, ben, je sais vraiment pas ce qu'il va avoir. À moins que quelqu'un cause la défaite d'LA Knight et que ça fasse une feud pour aller à Mania, peut-être, éventuellement, peut-être. Mais bon, ça flinguerait la carrière d'LA Knight direct. Et d'un autre côté, si Nakamura fait la serpillière pour LA Knight et pour lui redonner le titre peut-être à WrestleMania, pour en faire encore une fois le victoire du babyface à Mania, mes amis, le règne de Nakamura aura été totalement inexistant. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Parce que le mec, il est devenu champion américain, ok cool, c'est bon sur le palmarès. Ça, il a peut-être fait mousser la ceinture voilà, au Japon, à la Noah, d'accord cool. Mais à part ça, le mec a été absent total. Vraiment, vraiment, vraiment très étrange comme booking. Le booking, le thème de cette review. Oh oui, oui, ça sera peut-être le titre aussi de la vidéo. Après, on a Carmelo contre R-Truth. R-Truth ne vieillit pas, sachez-le. Oh oui, oui, il faut apprendre de lui. Ah oh. Et deuxième victoire d'affilée pour Carmelo Hayes, c'est une belle façon de le reconstruire. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe parce que, comme je vous dis, j'étudie le booking, moi, maintenant, dans les shows télé américains. Et Carmelo a perdu tous ses matchs récemment à SmackDown, et là, il a 2 victoires d'affilée. Et s'il continue à gagner comme ça petit à petit, il commence par des gars très faciles à battre, entre guillemets, et après petit à petit il va battre des gens de plus en plus importants, et c'est comme ça qu'on reconstruit un gars. Et j'adore étudier ça. Parce que là en fait, ça, peu importe que vous ayez une série de défaites, tout est possible en catch. Tout est possible si vous avez le booking derrière vous. Oh oui, oui, l'importance du booking, mes amis. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de WWE entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Disqualification après intervention de Candice LeRae. Trish Stratus vient aider Tiffany. Il y a une scène de carnage et Charlotte Flair arrive sur les lieux du crime. Et elle choisit, elle aussi, Tiffany de nulle part. L'importance du booking, mes amis. Ça, je vais le dire tout le temps. Ça va être ça, l'importance du booking. Titre de la review. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi rapidement? Aussi rapidement? Bon, Charlotte. Bon, après, c'est un match, oui, que plein de gens veulent voir. Charlotte Flair contre Tiffany Stratton. Ok, d'accord, bel esprit. Mais bon, cette façon de choisir, c'est vrai que c'est vraiment moyen. Et on en reparlera dans le commentaire final. Franchement, il me tarde d'en parler. Alors, Stratton, donc, par cette décision de Flair, je pense que Stratton confirme donc son face turn. Parce que, voilà, hey, je pense pas qu'elle va rester heel face à Charlotte Flair. Et Charlotte Flair va embrasser son rôle de heel. Et Tiffany Stratton va donc faire un face turn dont, comme Jacob Fatu, Stratton est trop bonne dans le ring pour être heel. Et elle a un look trop de star. Et elle est trop bonne physiquement aussi. Et donc on aura Mania, Charlotte contre Tiffany. Et je pense d'ailleurs, en parlant de Mania, qu'on va avoir un tag match entre Nia Jax et Candice LeRae contre Trish Stratus et Alexa Bliss. Oh oui, oh oui, je sens que c'est ce qu'on va avoir. Alors peut-être c'est des matchs de ce genre ont déjà été faits dans le passé, dans des Mania passés, mais je ne les regardais pas, donc autant pour moi, mes amis. Et enfin, le main event, toujours un match de qualification pour Elimination Chamber entre Braun Strowman, Fatu et Damian Priest, et vainqueur, assez prévisiblement, Damian Priest. Mais quand même, dans ce match, on sent venir, suite à cette petite altercation qu'il y a eu, altercation, entre Solo et Fatu, que les deux vont s'affronter à WrestleMania. Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Et je pense que Jacob Fatu va gagner et ça va lancer l'ère Fatu à la WWE. Et c'est logique parce que Fatu a dès le début été trop bon pour rester heel, mes amis. D'où, comme je l'ai dit, la question, le commentaire sélectionné pour cette semaine. Alors attention, c'est un long commentaire que je vais vous lire, mes amis. Que je vais vous lire. Mais on va en parler ensemble. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, est-ce que je peux grossir? Non, peut-être si on fait commande plus. Non, commande plus. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Contrôle plus. Non, ça marche plus. Alors, attends, fais voir. Oui, voilà. Voilà, nickel, c'est bon. Alors, comme je vous ai dit, mes amis, c'est un commentaire de ma review de SmackDown de la semaine dernière. De Louis PG3670. Et ben écoute, il faudra que je te mette le petit pouce pour te dire que tu as été sélectionné dans cette review. Quand je vous mets le pouce en réponse en commentaire, c'est que j'ai sélectionné votre message pour y répondre dans une telle review. Alors, tu me dis, merci Tom pour cette review de qualité. Oh oui, bel esprit. Ben, merci à toi. Merci à toi de l'avoir regardé. Et regardez comment il s'exprime, regardez comment il me parle. Je kiffe ça. Merci pour les amis, pour la communauté.
Non, ça va, je suis en pleine forme. 22h44, 2-2-4-4. En fait, au final, 3-4, 4-4-4. Oh oui, si vous additionnez les 2 et 2 de 22h. Mon esprit est à 300 à l'heure. Bon, bref, surtout après la semaine passée à Strasbourg. Bon, bref, Louis SP, G 3670. On reprend. Merci Tom pour cette review de qualité. Oh oui, bel esprit. Ah, oh. Maintenant, pour rebondir à ce que tu as dit sur le babyface qui doit galérer. Je te suis à 100%. Car étant petit, j'avais tendance à m'opposer aux gentils dans les dessins animés, car ils gagnaient systématiquement contre les méchants, et plutôt facilement. Autant le dire, les méchants étaient de vrais serpillères. Voir le gentil gagner tout le temps, et sans difficulté, ça m'a très vite lassé, mais c'est de Hill que je veux te parler là. Car il ne s'appelle pas Drew McIntyre ou Gunther, je ne crois pas du tout en un Hill dans le main roster de la WWE. Continuons. Voyons un peu où tu veux en venir, mon cher Louis. Alors, tu me dis, je ne suis pas très fan du booking de Triple H en ce qui concerne les heels. Sauf ceux que j'ai cités plus haut, le reste n'est pas du tout dangereux. Je dirais même que ce sont des clowns. Quand ils se pointent, je sais que même en trichant, le babyface va les battre sans réelle difficulté. C'est intéressant, d'autant plus après comment tu développes par la suite. Je rajoute même que je préférerais le Reigns heel sous Vince plutôt que Triple H. Sous Vince, Roman Reigns pouvait battre clean n'importe quel mec du roster, peut-être pas Lesnar. Non seulement il était très chaud comme adversaire, mais en plus il n'hésiterait pas à tricher s'il en a l'occasion. Il était vraiment dangereux, puisque pour le battre, il fallait d'abord pouvoir le gérer seul, mais en plus il fallait pouvoir gérer la Bloodline. On avait vraiment le big dog dominant, juste il trichait maintenant. Par contre, sous Triple H, sans la Bloodline, il aurait clairement perdu son titre très rapidement, et ça le faisait paraître faible à mes yeux. Le match qui m'a carrément tué, c'est contre Logan Paul, où je voulais une victoire clean et sans intervention. Voilà, alors on arrive au gros du message, vraiment la partie qui m'a fait tilter le cerveau et donner envie d'en discuter. J'ai vraiment l'impression que pour Triple H, un heel ne peut pas gagner sans tricher. Ça c'est la phrase type, et c'est énorme, parce qu'en fait, franchement, Louis, excellente observation, même moi j'avais pas vraiment vu ça comme ça, parce que je plaide coupable. Si c'est vrai ce que tu dis, et je vais vraiment prêter attention à ça, je plaide coupable parce que je pense exactement pareil. Et c'est grave, dans le sens. Et on va en parler plus tard. Bon bref, je finis ton commentaire. J'ai vraiment l'impression que, pour Triple H, un heel ne peut pas gagner sans tricher. On a des babyface, dès qu'ils tournent heel, ils doivent tricher pour battre des mecs qu'ils battaient avant sans problème. Excellente observation. Pire, ils ne savent plus se battre et deviennent des serpillères comme Carlito et Finn Balor, qui même en trichant n'arrivent pas à gagner. Carlito à la LWO, il paraissait fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup il ne sait plus se battre? Magnifique analyse. Pourrais-tu m'expliquer ça? Pourquoi les heels n'ont pas le droit d'être forts? Est-ce quelque chose de difficile à booker? Un heel fort risque-t-il d'être acclamé par la foule? Les gars, je vous le redis, j'en ai des frissons. Le catch, je pourrais en parler pendant des années, j'ai envie de dire. Peut-être pas des incarnations. En fin de compte, c'est difficile de booker Cody, vu le manque de heels crédibles en face, et c'est dû à tout ça. 90% des heels à la WWE sont des serpillères. Mec, je te mettrai après le cœur et je te mettrai le pouce et je te dirai regarde la review de SmackDown. Bon bref, tout ça pour dire les amis, c'est énorme parce que c'est vrai. Moi je vous le dis, vous savez, je vais dire les rares fois où je book, oui on va dire ça, j'ai du mal à voir un heel qui gagne clean en fait. Parce que alors toute proportion gardée, un heel qui gagne clean sur un babyface, ça enterre le babyface. Après, est-ce que le babyface, ça dépend du babyface. Là, je vous parle d'un mec qui a un look, qui sait catcher et qui a la connexion avec la foule. C'est pas juste parce que le mec est babyface qu'il doit pas perdre ses matchs clean. Non, ça, on parle pas de ça. Moi, je vous parle d'un babyface, un heel et un babyface au même niveau. Il gagne clean. C'est bizarre. Il faut se baser sur le cinéma, les amis. Dans quel film on a un heel qui gagne clean autant que possible à la fin du film? Parce que ça, c'est important. Très souvent, dans un bon film, au début du film, le babyface n'est pas assez fort et il va perdre clean contre le heel. Mais c'est que le début du film. On en est qu'au tiers du film. Quand le babyface perd clean contre le heel. C'est-à-dire qu'on a les deux autres tiers du film où on va avoir le deuxième tiers, ça va être l'apprentissage, le retour aux sources, comme je vous en ai parlé dans ma... Tout est lié, c'est magnifique, vive l'univers, vive les énergies, oh oui, vive les hautes vibrations. C'est comme quand je vous ai parlé dans ma vidéo de comment booker Jey Uso. Le deuxième tiers du film, premier tiers du film, c'est le babyface qui domine, et puis boum, il se fait exploser clean par le heel. Deuxième tiers, ça va être
l'apprentissage, c'est le babyface qui doit aller réapprendre les rouages du métier pour enfin avoir le niveau pour revenir et attaquer le gros méchant à la fin. Et ça, c'est l'affrontement final, c'est la troisième tiers. C'est c'est un nouvel espoir, le retour du Jedi, non, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, je sais plus, enfin voilà, c'est l'histoire classique. Et ça, voilà, donc que le heal gagne clean au début, oui. À la fin, mais après, attention, moi, vous savez, je suis le premier à dire j'aime bien quand les histoires se terminent mal, entre guillemets. Je parle au cinéma, bien sûr, pas en vrai. Parce que regardez, moi, quand j'ai regardé 2012, vous savez, le film 2012, je sais pas pour vous si ça vous l'a fait, mais j'étais dégoûté que tout le monde soit sauvé à la fin. J'aurais dit le malaise que ça aurait créé dans la population générale de voir tout le monde mourir à la fin de 2012. Si vous vous souvenez du film, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si vous n'avez pas eu cette idée. Parce que moi je fais, mais est-ce que je suis taré de penser ça? Est-ce que je suis taré de me dire ça aurait été mieux que toutes les arches s'explosent dans l'eau et qu'il n'y ait plus personne qui survive? Ouh, ça aurait fait un bad trip. Ça aurait fait une bad vibe dans ce film. Et donc, écoute, amigo Louis, c'est vrai que sous Triple H, il y a vraiment ça. C'est vrai qu'il y a très peu de heals qui sont bien construits. Et là, en fait, je veux juste rebondir là-dessus. Alors attention, je le redis, disons-le, parce que bon, bien évidemment, il ne faut pas sélectionner des petits morceaux de vidéo et faire dire ce qu'on veut. Bref, je laisse de côté tout ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas, je veux dire. Je crois même qu'il a été, il a pas été innocenté, Vince, récemment. Je laisse de côté tout ce qui n'a aucun aucun rapport avec le booking de catch en lui-même. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé discuter de booking, enfin d'avoir des échanges de booking avec Vince McMahon. Parce que comme tu dis, c'est très vrai que Vince avait une façon de booker qui est vraiment différente de Triple H. Et j'aurais aimé pouvoir comprendre et rentrer dans sa tête pour essayer de comprendre comment lui, il voyait le business et comment il voyait la construction d'un catcheur, peu importe qu'il soit face ou heel. Ouais. C'est pour ça que j'adore regarder les podcasts d'Undertaker. Parce que Undertaker, combien de fois il rentre justement et il parle de la grande époque où il commençait à lancer son personnage dans les années 90 et comment l'ambiance était différente à l'époque et combien à l'époque vous n'auriez jamais vu Undertaker faire un câlin au Boogeyman en train de le filmer backstage. Encore une fois, on n'est pas sur X, mes amis. On n'est pas sur X. Ce n'est pas une critique personnelle envers Jacob Fatu. Mais maintenant, Jacob Fatu est en train de passer babyface. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, mon cher Louis, un heel fort risque d'être acclamé par la foule. Et c'est pas que, enfin, c'est pas que Jacob Fatu est fort, c'est juste qu'il est trop bon en fait. Il est trop bon dans tout ce qu'il fait. Et donc, je vais te dire franchement, Louis, j'allais dire dans un sens, je suis désolé, mais j'ai pas de réponse à te donner parce que je n'ai jamais. Alors oui, Triple H, on a travaillé entre guillemets ensemble à NXT, si on peut dire ça. Mais j'ai jamais bossé avec Vince, donc je pourrais même pas te dire comment Vince réfléchit. Les rares fois où j'ai parlé de Vince, je vous dis, c'est avec des personnes comme Nia Jax, Becky, où elle m'expliquait les échanges qu'elle avait avec lui. Et ouais, je vous avais dit, je vous avais partagé cette histoire où Nia Jax m'avait dit que au tout début, quand elle a été mutée sur le main roster, elle s'était débrouillée pour avoir des entretiens avec Vince, ce qui était très dur à faire déjà à l'époque. Et Vince lui a dit, écoute, toi, je veux pas que tu chutes. Toi, je veux pas que tu chutes. Toi, pour moi, tu vas être la André the Giant féminine. Voilà. Et rien que ça, de voir la vision qu'il avait pour Nia Jax, ça vous en dit sur la façon qu'il avait l'individu Vince McMahon en tant que promoteur, je parle, hein, je vous redis, on laisse de côté ce qui est les affaires entre guillemets hors catch, la façon qu'il avait de visualiser le booking. Ouais, j'aurais vraiment aimé pouvoir discuter avec lui de ce genre de booking. Donc écoute mon cher Louis, ouais, c'était vraiment un commentaire énorme qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui va continuer à me faire réfléchir et à regarder le booking des shows de WWE sous un autre œil. Mes amis, alors s'il vous plaît, donc bien sûr si vous avez regardé cette vidéo, déjà merci, mettez un petit pouce bleu, mettez la cloche pour être prévenu des sorties de vidéos parce que celle-là en fait je l'avais pas annoncé cette review et elle va sortir à 23h30 un dimanche soir, oui. Et ouais, dites-moi dans les commentaires si, franchement c'est le travail d'équipe, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si ça vous dérange au final que j'analyse pas les matchs. Alors après, je le ferai pour les gros matchs, mais franchement, ça me fait un gain de temps de ouf. On va voir. Bon là, non, je pense Raw, on va le battre en entier, SmackDown aussi. Mais ouais, peut-être quand je serai serré par le temps, peut-être je ferai ça. Je materai juste le booking en lui-même et pas les matchs de catch parce que vous avez les TLRM que vous aurez aujourd'hui. Donc si vous la regardez le lundi cette vidéo, vous l'aurez ce soir, tout à l'heure la TLRM, l'art d'être babyface à 17h30. Et non, pas de TLR Story cette semaine, mais par contre, review de Raw, review de SmackDown et non, pas d'NXT. Non, surtout je vais filmer plein de TLR Stories, je vais essayer de toutes les filmer cette semaine et aussi de reprendre à filmer des TLRM. Oh oui, quitte à peut-être un jour
peut-être un jour en publier 2 par semaine. Nous verrons mes amis, nous verrons en tout cas à Raw, on aura le dernier participant à Elimination Chamber, masculin en tout cas, et je crois bien même féminin, et bien peut-être il y aura aussi une vidéo Taylor Booking, hashtag Taylor Booking, pour comment booker l'autre main event de WrestleMania. Oh oui, oui. Mes amis, gardez le bel esprit, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, un bon début de semaine, depending on quand vous regardez cette vidéo, et oh oui, oui, out.